Un réel plaisir qu'on vous retrouve une fois de plus ce soir. C'est la toute première émission de cette année 2023 sur les antennes d'Info Télévision. Madame, monsieur, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à l'affiche sport. Au menu ce soir, on parlera de l'actualité autour du décès de Modeste Mbami, ancien lion indomptable, champion olympique des années 2000 du côté de Sydney en Australie. Il a tiré sa révérence à l'âge de 40 ans. On rendra bien évidemment un vibrant hommage à cet international camerounais passé par plusieurs clubs, notamment sur le plan local avec la Dynamo de Douala et à l'international avec des clubs tels que le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille, du côté de la Ligue 1 française, Almeria, du côté bien sûr de l'Espagne. Il est également passé par d'autres pays, l'Arabie Saoudite, entre autres. On parlera également d'une autre actualité, celle liée bien évidemment à la question des infrastructures, notamment le stade d'Olembe, le complexe sportif d'Olembe et cette situation entre le ministère des Sports et l'entreprise canadienne McGill. Que se passe-t-il réellement entre le ministère des Sports et l'entreprise canadienne McGill? Vous verrez les différentes correspondances qui en découlent ce soir avec bien sûr nos panélistes qui sont d'ores et déjà confortablement installés. On parlera également des actualités telles que le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, le kick-off, le top départ sera donné le 13 janvier prochain, vendredi pour être plus précis, avec Algérie-Libye en ouverture. Les Lions à prime entrent dans l'arène lundi prochain. On sera rendu au 16 janvier. On parlera bien sûr de cette actualité tout au long de cette édition. On prend une transition, le temps de planter le décor, bien évidemment. On se retrouve juste derrière pour lancer les hostilités. Voilà, de retour en studio, on va accueillir dès à présent nos invités. On va aller de la gauche vers la droite. On va accueillir Monsieur Cyril Tolo. C'était au niveau du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Docteur, professeur, préférez quelle appellation? Non, appelez-moi Monsieur Tolo. Pour l'instant, je suis docteur et suis chargé de cours à l'université de Yaoundé. Vous êtes conseiller technique Voilà, conseiller technique numéro 2 au ministère des Sports et je coordonne tout ce qui concerne les infrastructures au-delà des tâches, des missions spécifiques que le ministre peut naturellement me confier. Bien évidemment, merci. Merci pour l'acceptation pour ce programme. C'est à moi, M. Mbala, de vous remercier et de remercier également votre direction générale et ainsi que vos millions de téléspectateurs qui vous regardent à travers le monde. D'ailleurs, le président directeur général, M. Dieudonné Mveng, très connecté pour ce programme. Il attendait vivement cette émission Affiche Sport, qui est l'une des émissions phares, bien évidemment, à Info TV. On va aller du côté droit, accueillir un très grand frère dans le milieu de la communication. On le voyait souvent quand nous étions plus jeunes. On a admiré, bien évidemment, son franc-parler, Linus Pascal Fouda, qui est des nôtres ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci de me faire découvrir votre magnifique studio. C'est la première fois que j'arrive ici. Bonne année à tous vos téléspectateurs, à tous ceux qui nous regardent. Bonsoir à nos panélistes de ce soir. J'espère ne pas vous décevoir et j'espère que nous ferons une bonne émission. C'est pour le bien, le bien de tous ceux qui veulent savoir exactement ce qui se passe ici ou là. Merci et surtout, très belle année 2023. On va accueillir le troisième invité qui est déjà confortablement installé, Maître Eric Bissot, juriste, avocat au barreau du Cameroun. Maître Eric Bissot, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Patrice Bala, bonsoir à tous les copanélistes, bonsoir également à tous les téléspectateurs qui nous font l'honneur de nous suivre ce soir. C'est toujours un plaisir d'être sur votre plateau. Vous savez qu'en d'autres temps, en d'autres lieux, j'ai toujours déféré à cet exercice qui consiste, n'est-ce pas, à essayer d'éclairer l'opinion publique nationale, voire internationale, sur les questions de sport au Cameroun. Donc, pour une fois encore,
je pense que ça pouvait être à la hauteur de vos attentes ce soir. D'accord. Eh bien, le quatrième invité reste attendu, mais on va lancer bien évidemment les hostilités. On prend d'abord une petite transition. On se retrouve juste derrière pour prendre la première actualité de ce soir. On parlera bien sûr du décès de Modeste Mbami, décédé le week-end dernier des suites d'un arrêt cardiaque du côté du Havre en France. Voilà, de retour, on va prendre cette actualité concernant le décès de Modeste Mbami. Plantons d'abord le décor avec cet élément signé de nos propres soins. La victoria, pero en esta jugada de Modeste, Camerún eliminó a Brasil 2-1. C'est une nouvelle tragique qui a bouleversé le monde du football le week-end dernier. Le décès de l'ancien international camerounais champion olympique Modeste Mbami, décédé des suites d'un arrêt cardiaque au Havre en France à l'âge de 40 ans. L'ancien pensionnaire des clubs de Ligue 1 en France aura marqué son monde à travers son talent qui n'aura laissé aucun de ses coéquipiers indifférents. Notre ex-coéquipier, frère et ami, Modeste Mbami, est décédé en ce jour au Havre, à son domicile. Et je voudrais d'abord ici saluer sa mémoire, saluer la personne, saluer l'ami que j'ai connu, le frère que j'ai connu, le frère d'âme que j'ai connu, avec qui on a beaucoup bataillé, avec qui on a défendu les couleurs du Cameroun aux Jeux Olympiques à Sydney 2000 et à l'équipe nationale A dans les liens indomptables. Je voudrais faire ce témoignage parce que Modeste Mbami, c'est quelqu'un de très simple, très humble, très effacé que j'ai connu pendant les 20-25 dernières années. Il y a quelques mois encore, j'ai discuté avec lui. Un immense talent resté dans les mémoires de la famille du football mondial en général et des Camerounais en particulier lors des Jeux Olympiques de Sydney en Australie en quart de finale face au Brésil de Ronaldinho. Je me dois de dire ici, pour la mémoire de mon ami, que je précise encore, qui a été le buteur en or et le dernier buteur en or du but en or contre le Brésil en quart de finale à Sydney 2000, où il marque ce but et on élimine le Brésil et on va aux demi-finales contre le Chili. Modeste Mbami était un joueur talentueux, un joueur surtout qui a bataillé, qui a grandi dans la difficulté, un peu comme nous tous, comme moi par exemple. Le Cameroun perd encore un grand joueur comme bien d'autres partis pour certains dans l'anonymat, occasion pour les anciens footballeurs d'interpeller une fois de plus les plus hautes sphères de la République. Tous les champions olympiques, nous souhaitons, nous adressons nos condoléances à sa famille et que son âme repose en paix et que ses proches les plus attristés acceptent cordialement nos condoléances. Les champions olympiques, nous tenons aussi à dire ici au gouvernement camerounais, au ministre des Sports et au président de la Fédération camerounaise de football que, une fois de plus, après le grand capitaine Stéphane Tato, voilà un grand lion qui part. Qu'allons-nous faire désormais au Cameroun des anciennes gloires? Passé par plusieurs clubs au niveau local, la Dynamo de Douala, après avoir été formée à la Cadi Sport Academy, la Penta comme il se faisait appeler, est également passé par plusieurs clubs en France, Sedan, Paris Saint-Germain, l'Olympique. Voilà, Linus, on va commencer par vous. Vous avez vécu justement dans la sphère de ce joueur. Vous avez été certainement proche de lui d'une manière comme d'une autre. Qu'est-ce que vous pouvez retenir aujourd'hui de Modeste Mbami qui s'en va très tôt, 40 ans? Non, je l'ai dit sur un plateau hier. Souvent, les parents donnent des prénoms aux enfants. Modeste était modeste, mais c'était un très grand homme. Très grand footballeur, mais modeste, humble, très respectueux. Modeste dans la vie de tous les jours. Modeste même dans le... Vous n'allez jamais trouver Modeste dans les rébellions ou des clans à l'équipe nationale. C'est un joueur très effacé. Mais c'était une tête dure. Une tête dure. Ça veut dire que quand il avait son idée fixe, d'abord sa voix fluette, il n'y avait jamais un mot, un ton au-dessus de l'autre, mais très respectueux et très bon joueur. Beaucoup ne l'ont pas bien connu parce qu'il était sobre. Mais quelle technique, quelle lecture de jeu, quelle aisance technique, quelle adaptation à tous les postes qu'on pouvait lui donner. Je crois que le seul poste où je n'ai pas vu évoluer, c'est au poste de gardien de but. Ouais. Mais malgré tout ça là,
Il n'a pas eu la carrière qu'il méritait, il n'a pas eu la reconnaissance qu'il méritait, tant au sein des Lions que dans les différents clubs. Il faut quand même dire que quand quelqu'un réussit à rendre amoureux Parisiens et Marseillais en Europe ou en France, vous savez ce que c'est là, parce que c'est la guerre ouverte permanemment. Mais vous voyez ces deux clubs qui pleurent Mbami aujourd'hui, je crois que c'est tout ça l'homme. Et il est mort modestement comme il a vécu. Et ça fait mal qu'à 40 ans, il soit parti comme ça. Et c'est difficile à accepter. Après Fou, après Mézag, après beaucoup d'autres, ça commence à faire trop. D'accord, ça commence à faire trop. Professeur Dr Cyril Tolo, Modeste Mbami s'en va à 40 ans. Je voudrais demander aujourd'hui, au-delà de ce que vous retenez de ce grand joueur, qu'est-ce que le ministère des Sports, par exemple, prévoit? Des joueurs se plaignent généralement, peut-être la FECAFOOT au premier chef, le ministère des Sports également. Des joueurs, des anciens footballeurs se plaignent souvent de ce que, après ces années de gloire, beaucoup partaient dans l'anonymat. Oui, merci M. Mbala pour cette question. Permettez-moi d'abord de rendre hommage à ce fils du Cameroun, ce digne fils du Cameroun que nous venons de perdre. J'ai encore en souvenir le déploiement de tout son talent lors des Jeux Olympiques de Sydney. Et à l'époque, j'étais encore en France. Je l'ai vu jouer lors de la Coupe de la Confédération, qui avait connu également un autre événement tragique. Oui, le décès de Marc. Voilà, le décès de Marc Vivien Fouet. C'était un joueur, je veux dire, Linus vient d'en parler avec beaucoup d'émotion, qui était doué, talentueux, très technique, et qui même dans son jeu avait un certain respect de l'adversaire et dégageait une humilité qui le détermine et le caractérise aujourd'hui. Et j'ai été très impressionné par le titre du journal L'Équipe. Et quand L'Équipe met en première page « Modeste Mbami est mort », ça veut dire que ce n'était pas un anonyme. C'était pas un joueur quelconque. Voilà, c'était pas un joueur quelconque. Pour que l'équipe vous mette en première page, sans avoir à rappeler où est-ce que vous avez joué, mais titre, Modeste Mbami est mort. Ça n'arrive pas à beaucoup de joueurs aujourd'hui. Tout à fait. Donc, au-delà de l'effet de surprise, c'est montrer la place qu'il a quand même occupée dans le monde du football. Et c'est Linus qui vient d'en parler, c'est pas n'importe qui jouait à l'Olympique de Marseille, l'Olympique de Marseille, où il est passé au Paris Saint-Germain également. Donc c'est vraiment une grosse perte pour le Cameroun. Alors qu'est-ce que le ministère compte faire? Naturellement, en collaboration avec la fédération, le ministère va sans doute travailler, va sans doute œuvrer pour qu'il soit accompagné dignement dans sa dernière demeure. Mais voyez-vous, face à la mort, qu'est-ce que nous pouvons faire? Il est parti à 40 ans, il y a des enfants qui partent, il y en a qui partent un peu plus vieux. Mais le problème avec les footballeurs, c'est qu'ils ont une carrière assez cloîtrée. S'ils ne font pas une reconversion imprévisible. Après, voilà, imprévisible, s'ils ne font pas une reconversion après. Au niveau du gouvernement, vous avez vu ce que on a pu faire pour les Lions, la génération 90, mais je constate que aujourd'hui, au niveau de la fédération, on fait de plus en plus appel aux anciens joueurs. Et d'ailleurs, je me souviens que Modeste Mbami a été appelé par la précédente équipe qui dirigeait la Fédération camerounaise de football, et Linus vient de parler de son caractère. Ce n'est pas qu'il avait refusé le poste, c'est qu'il avait refusé la manière dont le poste lui avait été confié, il n'avait pas été consulté. Donc au niveau du ministère, nous allons travailler avec la fédération, parce que ça revient d'abord à la fédération pour que Modeste Mbami soit accompagné dignement dans sa dernière demeure. Ce que je sais, c'est que le ministre des Sports est très très attaché
n'est-ce pas, à cette assistance qu'on peut apporter aux anciennes gloires lorsqu'ils sont en difficulté, soit qu'ils soient malades, soit... Bon, hélas, quand ils quittent cette terre, ce que nous souhaitons à Modeste Mbami, nous sommes les Africains, nous pensons que la vie ne s'arrête pas ici, puisque nous parlons à nos ancêtres, et bien que nos ancêtres nous écoutent et qu'ils l'accueillent là-bas. Et qu'il l'accueille là-bas où toutes ces intelligences, où toutes ces sagesses siègent. D'accord. Alors, Maître Eric Bissot, Modeste Mbami, on l'a dit, passé par le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille en France, Almeria du côté de l'Espagne. Il a fait également un petit tour en Chine, en Arabie Saoudite. Il a raccroché les crampons à l'âge de 34 ans, lorsqu'il arrivait du côté du Havre, quelques années après. Quelques 6 ans après, il décède. Vous, qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui de ce garçon? Disons que ce que je peux retenir de M. Modeste Mbami, à la suite des copanélistes, c'est que nous avons connu un garçon talentueux, pétri d'expérience, un garçon assez doué, qui, au niveau de la jeunesse, a su démontrer qu'on peut partir de nulle part. Et c'est ici au sommet, parce qu'il faut dire aussi que le départ de Banès Moumi fait de beaucoup d'orphelins dans ces sous-quartiers de la ville. Je pense ici à Loncac, je pense ici au quartier Ntaba, je pense à Omnisport, tout ça. En passant par Newbel, du côté de Douala. Du côté de Newbel. Mais davantage que M. Yaoundé, je voudrais dire que il y a sur orphelin, n'est-ce pas, la grande compétition, le plus grand championnat de vacances, la Bundesliga à Loncac. Oui, de ce côté-là, il a fait ses classes, il a pu aider beaucoup de jeunes à émerger, il a pu entretenir la flamme de ce qui était, n'est-ce pas, sa discipline de prédilection. Donc aujourd'hui, que peut-on dire? Mbami est parti. C'est vrai, l'on dit généralement qu'une fois qu'on est né, on est assez vieux pour mourir. Nous sommes des êtres mortels. Ce que nous retenons de lui, c'est que il nous laisse cet exemple, ce modèle de sobriété, d'humilité, de modestie. Parce que pour Mbami, c'était l'homme qui était un peu l'ombre de lui-même, mais qui laissait parler son talent. Le grand frère Luis l'a relevé tout à l'heure, Mbami n'a jamais été, ou alors a été très peu, dans toutes les secousses que nous avons connues au sein de l'Once indomptable. Il a laissé parler son talent, il a été un professionnel digne de ce nom, et il réalise la prouesse justement de pouvoir évoluer à la fois dans deux équipes qui sont assez rivales du côté de la France, à savoir le PSG et l'Olympique de Marseille. Donc je pense que lorsqu'il s'en va, qu'il me soit permis de m'incliner comme tout le monde, toute la nation camerounaise, n'est-ce pas, à sa mémoire et adresser à sa famille, Maître Ndlan les plus attristés, et ma compassion émue pour cette perte. C'est le football camerounais qui perd ce mouvement sportif camerounais, qui perd, nous perdons un lion, nous perdons un citoyen digne et valeureux. Maintenant, lorsqu'il s'en va, cela emporte également un certain nombre de questions. Vous voulez le relever tout à l'heure, comment est-ce que l'on gère l'après-carrière de ceux qui ont porté l'étendard du Cameroun? Je dois dire que de ce côté-là... Même si on ne va pas comparer aujourd'hui avec ce qui s'est passé au Brésil, avec le roi Pelé. Non, le roi, c'est le roi. Oui, le roi, c'est le roi. Mais il y a quand même que il a fait les beaux jours de l'équipe nationale. Il permet aujourd'hui, grâce à son but en or, au Cameroun de remporter les Jeux Olympiques. Moi, j'aime davantage contextualiser. Et lorsque je parle des problèmes du Cameroun, je n'aime pas aller ailleurs. J'aime d'abord rester au Cameroun. Je suis d'abord camerounais avant d'être citoyen du monde. Ils ont leur Pelé, nous avons notre Mbami. Donc, pour le moment, c'est Mbami. Et ces buts-là, je me rappelle bien, j'étais encore un peu plus jeune. Dieu seul sait. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Qu'est-ce que ça nous a créé comme euphorie? Les rues de Yaoundé étaient bondées de monde. En pleine nuit, nous déambulions partout parce que nous fêtions ces buts en or. À 5 heures du matin. À 5 heures du matin, parce que jusque-là, nous pensions que le Brésil, qui était pratiquement assis sur nous, était imbattable. Donc, ce but-là est venu nous délivrer. Je vois encore ici les images du coach Akono
en train de jubiler en plein. Dommage qu'il ne soit pas avec nous ce soir. Voilà, il a offert une grande joie avec ses coéquipiers. Ils ont fait une très grande joie, non seulement au peuple camerounais, à la nation camerounaise, mais ensemble, n'est-ce pas, du continent africain. Donc, lorsque j'ai fini de le dire, je voudrais quand même dire que lorsqu'on a fini de saluer la mémoire d'une icône de cet acabit, il faut maintenant questionner les politiques d'accompagnement entreprise par les pouvoirs publics pour, n'est-ce pas, soutenir ces anciens joueurs, ces anciens lions. Autant les pouvoirs publics déjà, pour ma part, font une discrimination entre ces vieilles gloires, parce que j'avoue ne pas comprendre que l'on se soit employé à j'allais dire, récompenser davantage les lions indomptables du mondial 1990 en Italie, qui d'ailleurs n'ont rapporté aucun trophée. C'est vrai, la prouesse était grande, atteindre des quarts de finale, mais je pense aussi que les Jeux Olympiques sont une compétition prestigieuse, n'est-ce pas, dans le ranking, n'est-ce pas, de compétition en matière de football. Donc, quand des personnes sont également médaillées d'or des Jeux Olympiques, ils méritent aussi meilleur traitement. Mais on remarque très bien qu'au Cameroun, il y a un traitement à géométrie variable à tête chercheuse. Parfois, on récompense des personnes qui arrivent en finale sans rien gagner, et puis on néglige ceux qui gagnent, en fait, effectivement, soit des trophées, soit des médailles. En fait d'accompagnement dans les pouvoirs du public, je n'en attends rien. Je ne voudrais pas arriver. Je voudrais tout simplement, pour cela, prendre pour exemple le traitement qui est réservé à certains d'entre eux. Nous avons vu Tatou est parti, Marc Vivien Fou est parti, beaucoup d'autres sont partis. À part le flanc et puis le petit bling-bling, du moment où, n'est-ce pas, on organise l'obsèque, est-ce qu'il y a un autre suivi? Il n'y a rien du tout. Vous voyez très bien aujourd'hui que le camp de Marc Vivien Foué, du moment où on vient soit commémorer sa mémoire et dans la broussaille, vous verrez également qu'au niveau du ministère des Sports, qui, il faut le dire, est interpellé au premier chef lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, de la gestion du service public du sport. Et rien n'a arrêté de ce côté-là. On vous dira qu'on arrête les politiques nationales des sports. Mais qu'est-ce qu'on fait des joueurs? Mais non, c'est pas l'affaire de la FECAFOOT. C'est d'abord l'affaire du ministère des Sports. Parce que la gestion du service public incombe au premier chef au ministère des Sports qui, à travers, n'est-ce pas, la politique nationale et le régime juridique qui encadre, n'est-ce pas, ce sport-là, a bien voulu déléguer ses services aux fédérations sportives civiles nationales. Donc, je me dis que, et je crois, parce que cela devait être, il appartient au ministère de pouvoir impulser des politiques tendant, n'est-ce pas, à l'amélioration du traitement des anciennes gloires. C'est vrai qu'on aura beau de dire qu'il appartient à chacun de pouvoir organiser sa carrière, mais je pense que lorsqu'on était au service de la nation se doit de nous le rendre bien. Donc, on devrait pouvoir arrêter soit des politiques de reconversion, soit même parfois des politiques de tendant à la formation, n'est-ce pas, de ces anciens joueurs pour leur permettre de gagner décemment leur vie dans leur vieux jour. Or, on remarque bien que c'est pas fait. Et on peut le regretter vivement que cela puisse être pris en compte désormais, mais dans les prochains jours, dans les prochains instants, je ne pense pas qu'on puisse inventer, n'est-ce pas, la poudre à canon du côté du ministère pour dire que particulièrement on prendra Mbami ou alors sa famille dans quoi que ce soit. Donc ça sera comme d'habitude. On va le célébrer pendant quelques jours et puis il passera à l'oubli. Et c'est regrettable. D'accord, merci Maître Eric Bissot. On rappelle que vous pouvez également nous suivre à travers notre page Facebook. Vous tapez Info TV Cameroun et vous nous avez justement sur la page Facebook à l'instant. On va prendre quelques messages avant de poursuivre avec ce programme. Quelques 5 messages. Bonsoir Monsieur Joseph Patrick Bala, très beau panel. Marc Essian depuis Ebolova. Il était un bon footballeur, qu'il repose en paix. Notre Modeste Mbami qui nous a fait rêver aux Jeux Olympiques. Je me rappelle encore de son but du côté contre le Brésil. Autre message, les souvenirs du vrai footballeur camerounais. J'étais encore petit, vers les années 2000. Samy, du côté d'Ebolova, qui envoie également le message. Bonsoir, juste pour dire qu'il faut toujours saluer la bravoure de nos ex-joueurs, des lions indomptables tels celui de Modeste Mbami. Que Dieu Tout-Puissant l'accueille dans son royaume et son bas. Mindumo, Robert, Gaël qui envoie le message. Autre message, bonsoir à vous en studio.
nous attendons de voir ce que fera le ministère des Sports sur le cas Modeste Mbami. Merci à Maître Éric Bissot qui l'a rappelé tout à l'heure. On va aller de l'autre côté, prendre un dernier message. Je vous écoute depuis la Gambie. Hommage à Modeste Mbami. Les larmes ne cessent de couler. Un enfant de notre Eligedjoa du Kansik, Lonkak. C'est donc un message qui nous vient depuis la Gambie. On a un autre téléspectateur. C'est Georges, bienvenue depuis la Gambie, qui envoie le message. Un autre téléspectateur depuis la France. Bonsoir à vous. Que son âme repose en paix. Ce fut un très grand joueur. J'étais du côté de l'Australie lorsque le Cameroun disputait cette compétition. J'avoue qu'aujourd'hui, revoir ce but dans ma tête, j'ai la chair de poule. Que justement les pouvoirs publics, pour ce qu'il a fait pour le pays en étant un soldat, soient reconnaissants envers lui et même sa famille. Bien, on va prendre le second reportage de ce soir. On parle des Lions indomptables en club, l'après Coupe du Monde du côté du Qatar. Comment se portent certains Lions indomptables? C'est à travers ce reportage. La Coupe du Monde au Qatar, l'on s'attendait à une augmentation de la valeur marchande des joueurs camerounais et malgré quelques prestations abouties et des individualités sorties du lot, l'effet escompté n'a pas été effectif, les footballeurs camerounais étant restés dans l'indifférence totale, oubliés par des clubs UP et abandonnés par ceux moins médiatisés. C'est le cas de Vincent Aboubakar, le capitaine des Lions indomptables du Cameroun, qui a vu son contrat résilié par Al Nasser en Arabie Saoudite. Une décision du club saoudien qui fait suite à l'arrivée de l'attaquant portugais Cristiano Ronaldo en provenance de Manchester United en Angleterre. Pas plus de 7 joueurs étrangers par club en Pro League saoudienne, le quota étant dépassé par Al Nasser, 8 avec l'arrivée du Portugais. C'est donc l'attaquant camerounais qui s'est vu sacrifié pour faire de la place. En Belgique, Samuel Umgwet a été placé sur la liste des joueurs indésirables au FC Malins. Pierre Koundé-Malon prié de plier bagages du côté de l'Olympiakos en Grèce. Nicolas Nkolo-Doubena, toujours absent du 11 d'Aris Salonique, continue de ronger son frein sur le banc de touche depuis son retour du mondial. Notons néanmoins que certains malgré tout sont restés stables en club. C'est le cas de Ngoran Sirius Faye Collins, Davis Epassi du côté de l'Arabie Saoudite, André Frank Zambouanguissa et André Onana en Italie, Jean-Charles Castelletto et Carlo Toko Ekambi en France, sans oublier Brian Bomo du côté de l'Angleterre, pour ne citer que ces cas. La Coupe du Monde, inexistante pour les joueurs camerounais depuis plusieurs années, le Qatar n'aura donc pas dérogé à la règle, comme pour rappeler aux Camerounais et à l'ensemble de son football qu'elle reste bien lointaine cette belle époque où le football camerounais était cité en exemple dans le monde entier. Une situation malheureuse qui ramène ces joueurs à la triste réalité, celle de la non-professionnalisation du football local. Eh bien, pour être tout à fait complet avec l'actualité concernant Modeste Mbami, il faut dire qu'il a fait 9 ans à l'équipe nationale. Entré en 2000, il a achevé son parcours en 2009, 38 sélections pour 3 buts inscrits du côté avec les Lions indomptables du Cameroun. À 21h30, on prend à présent la thématique centrale de ce programme. On parle de la question des infrastructures et le cas du complexe sportif d'Olembe qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Qui est donc comptable du fiasco aujourd'hui de ce complexe sportif? C'est la question du jour. On en parle bien évidemment avec nos panélistes confortablement installés. Au premier rang, on va se retourner vers le conseiller technique au ministère des Sports, le docteur Cyril Tolo. Alors, docteur, première question, le stade, le complexe Olembe, aujourd'hui, sujet à beaucoup d'interrogations. Les Camerounais se posent beaucoup de questions. C'est bien de vous avoir ce soir. En plantant le décor, qu'est-ce qu'on peut déjà dire de tout ce qui est en train de se passer tout autour? Bon, nous comprenons les émotions des uns et des autres concernant la situation du complexe sportif d'Olembe. Nous comprenons également les déceptions de ne pas voir cette belle infrastructure être transformée, comme on dit en rugby, c'est un essai, être transformé, donc être
construit, n'est-ce pas, dans les délais et en fonction des attentes du gouvernement. Malheureusement, sur ce coup-là, puisque je m'occupe pas seulement de la gestion du suivi du complexe sportif d'Olembe, d'ailleurs, dont j'ai co-dirigé les travaux pour le compte du ministère avec la société McGill, sur ce coup-là, on ne peut pas dire en réalité que le gouvernement soit responsable. Si vous voulez, on reviendra sur l'historique du complexe sportif d'Olembe, comment Piccini est arrivé, dans quelles conditions il est parti, comment McGill est arrivé. Ouais. Mais je vais aller d'abord à l'essentiel pour dire que lorsque McGill reprend le complexe sportif d'Olembe, après des négociations qui se sont déroulées à la task force, assorties d'ailleurs d'un PV dans lequel il s'est engagé lui-même, d'achever cette infrastructure avec 55 milliards, eh bien, c'est vrai, nous avons eu quelques difficultés au départ à mettre les 55 milliards en place, mais le gouvernement a pris des dispositions pour que McGill ait de la trésorerie pour pouvoir mener les travaux. C'est ainsi que dès le mois d'avril 2021, McGill a signé son contrat en janvier 2020, mais le gouvernement, attendant les fonds, d'ailleurs, que McGill était chargé lui-même de trouver pour le compte du gouvernement, a mis à la disposition de McGill la somme de 6,3 milliards de francs qui concernait le paiement des premiers décomptes que McGill avait déposés. Au mois de mai, entre le mois de mai et le mois de juin, le gouvernement a donné un prêt relais, un prêt remboursable de 4 milliards à McGill. Et au mois de septembre 2021, finalement, les 55 milliards sont arrivés. Et on s'attendait donc à ce que, l'argent étant disponible, que McGill accélère les travaux. Malheureusement, comme le ministre des Sports l'a dit dans la correspondance qui, hélas, s'est retrouvée sur la place publique, le rythme des travaux d'un mois à l'autre avec McGill n'a jamais dépassé 1,3%. Et on se rend compte que par contre la consommation du budget a été relativement importante. Parce qu'au-delà des montants dont je viens de citer, on a le contrat de McGill d'ailleurs stipule que pour qu'il entre en activité, en fonction, il faille payer l'avance de démarrage. Cet avance de démarrage était fixé à 40%, ce qui représente sur le plan numéraire 21,9 milliards de francs, donc qui ont également été payés à McGill. Entre-temps, McGill nous a dit, j'ai des sous-traitants qui ne sont pas payés, particulièrement, dont l'un des plus importants est Razel. Donc il a demandé, il y avait des comptes en instance. Razel à qui on doit 10 milliards de francs CFA. Effectivement, on doit 10 milliards. Et d'ailleurs, lorsque McGill nous dit, bon, vous m'avez donné l'avance de démarrage, vous avez payé une partie des comptes, je vous prie de bien vouloir payer les décomptes jusqu'au décompte 16, de manière à avoir une trésorerie de 10 milliards et soulager Razel, ce que nous avons fait. Il s'est avéré plus tard que Razel n'a pas été payé, tout comme les sous-traitants locaux. Donc nous nous sommes retrouvés en réalité en face d'un partenaire, d'une entreprise multinationale dont les intérêts et les objectifs n'étaient vraisemblablement pas ceux de l'État. Les objectifs de l'État, c'était de disposer prioritairement du stade d'Olembe dans le cadre de la CAN. Nous aurons le temps de revenir. Justement, on reviendra sur... Avant de prendre d'autres panélistes également, prendre leur avis, je voudrais vous demander, aujourd'hui, qui est comptable de cette situation et justement, qui a attribué le marché à McGill? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des marchés spéciaux, ce ne sont pas les marchés publics traditionnels, ce sont les marchés spéciaux de la CAN. Et la procédure est telle que les dossiers sont reçus au niveau des différents maîtres
d'ouvrage. Et pour le cas de McGill à l'époque, c'était le ministère des marchés. C'est le ministère des marchés. Donc c'est pas le ministère des Sports. Non, non, c'était le ministère des marchés qui était le maître d'ouvrage de tous ces marchés, donc qui recevait les offres, analysait les offres, transmettait les offres à la très haute hiérarchie, n'est-ce pas, où les offres étaient sélectionnées, C'est ce qui s'est passé pour le cas de Piccini. Donc lorsque Piccini part, McGill se rapproche naturellement de la présidence de la République, parce que c'est là-bas que convergent les offres, notamment à la task force, et négocie avec la task force donc, pour pouvoir nous aider à achever cette infrastructure. Et cette négociation est assortie d'un PV. Et d'un projet de contrat d'ailleurs, et le ministre des Sports est instruit, n'est-ce pas, de signer le contrat entre McGill et le gouvernement, dont il est aujourd'hui le représentant en tant que maître d'ouvrage. Voilà un peu comment les choses se sont passées. D'accord. Alors, Linus Pascal Fouda, ma question demeure aujourd'hui, s'il faille dégager les responsabilités, on a d'un côté le ministère des Sports, on a McGill, on parle de la task force logée du côté de la présidence de la République. Est-ce qu'on peut comprendre que pour un complexe sportif comme celui-là, qu'on se retrouve encore en train de tâtonner, où chacun jette la responsabilité à l'endroit de l'autre. Chacun esquive. Bon, n'étant pas dans le secret des marchés autres et de tous ces investissements, je ne crois pas que je suis vraiment la personne à laquelle vous devez poser cette question. Nous ne pouvons faire que des lectures superficielles de l'extérieur. Et ça nous amène à nous poser des questions. Les questions d'ordre général, là c'est le sport, c'est parce que c'est olympique, ça se passe ailleurs. Le problème des marchés au Cameroun, qu'est-ce qui ne va pas? Qui est quoi là-dedans et pourquoi? C'est là tout le fond du problème. On a l'impression que dans ces histoires, il y a deux marchés, il y a deux États. Il y a le MINSEP, il y a la task force. Bon, nous n'y comprenons rien. Et puis on nous parle en termes de milliards. Bon, qu'est-ce qui se passe tout autour? On a une lecture assez personnifiée de tout cela. Moi, ce qui me dérange dans tout cela, c'est que on aurait pu éviter ce genre de situation. Et c'est pour ça que je ne cesserai jamais de parler du programme national de développement des infrastructures sportives qui a été mis sur pied en 2008 par le ministre Augustin Diora, qui a eu l'aval du gouvernement. Il y a des conventions signées avec la Chine et les banques chinoises. Et puis du jour au lendemain, on a estimé que ce dossier n'était plus bon. Il a été retiré au ministère des Sports, alors que ce projet prévoyait en 6 ans, c'est-à-dire 2009 en 2014-2015, la construction de 10 stades dans toutes les capitales régionales, des plateformes sportives, n'ont survécu à ce projet-là que Kwekong et le stade de Limbe. Les gros lots ont été pris par les gros poissons de la République. Et ça veut dire que quand on venait poser la candidature pour la CAN, on aurait déjà dû avoir ces stades prêts. Moi, quand je fais ma petite lecture de journaliste d'investigation, je me dis, bon, est-ce que tout cela n'était pas prévu pour que ça arrive là? Lorsque l'on sait comment se comportent les Camerounais en matière de marché public. Donc, quand vous lisez tout ça et tout ce qui arrive aujourd'hui, ça sort de partout, comme dirait quelqu'un, ça sort à droite, contre-attaque à gauche, ça vient du ciel, contre-attaque souterraine. Je suis vraiment mal placé. Je me demande, qu'est-ce qui sous-tend? J'ai suivi un consulteur hier sur un plateau où je me suis retrouvé avec lui qui parlait de part, où est ma part, on m'a demandé si on m'a demandé cela. Vous voyez, nous on est embarrassés parce que c'est pas à nous de résoudre, c'est pas à nous qu'il faut poser ces questions. Il faut poser les questions aux principaux acteurs. Malheureusement, la communication est nulle.
Et quand elle arrive, elle est arrogante. On vous prend par-dessus la jambe, vous voulez vous adresser à une personnalité, elle ne vous répondra pas. Pourtant, c'est ces personnalités-là qui prennent les décisions. Je ne parle pas de mon frère Cyril qui est ici. Il y a des gens qui doivent parler. Parce que ils étaient là. Le ministre des Sports ils n'étaient que des techniciens qui accompagnaient les décideurs. Mais personne ne veut parler. Et quand vous communiquez mal, ça amplifie les rumeurs. Ça amplifie les interprétations diverses. Ça dit que chacun dit que bon, vous ne parlez pas. Voici ce que moi j'ai compris. Chacun interprète à sa manière. Et ça va enflant comme boule de neige. Et là, c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Vous me demandez un matin, je lis une correspondance ici, l'après-midi, une autre arrive. On n'arrive même plus à discerner le faux et le vrai dans ce monde des réseaux sociaux où chacun peut s'asseoir dans son laboratoire, fabrique une information. Mais le peuple, à défaut d'avoir l'information, même si elle est biaisée, s'en empare et ça donne ce que ça donne. Donc, je n'ai assisté ni aux faits, ni aux signatures, ni aux négociations, je connais pas les montants. Je suis très mal placé pour répondre à cette question. Nous, la question que tu me poses, vous savez à qui il faut la poser, à qui le droit. J'ai lu là aujourd'hui qu'il y a une réunion de conciliation demain. Je parle sous le contrôle du conseil technique. Dira tout à l'heure. Je l'ai reçu entre McGill, le ministère, la task force. Donc peut-être c'est un début de solution. D'accord. Nous, on veut ce qu'on veut. C'est le complexe, c'est pas le stade. Et c'est pas la première fois que Yaoundé subit cela. Le stade Omnisport Amadou Ahidjo, c'était la même chose en 72. Quand vous regardez la maquette, ça s'étendait jusqu'au marécage, il y avait piscine olympique et tout. Qu'est-ce que c'est devenu? Aujourd'hui, derrière, il n'y a que des maisons. Il y a que où on a bradé tout le terrain qu'on a arraché à des autochtones. Et si vous savez à combien le mètre carré se vendait là-bas par un ministre de l'époque. Donc c'est autant de choses. On a vécu ça, on ne veut pas revivre cela. C'est ça le problème. Comme disait Maître So, il est yaoundéen. Mais les deux gros dossiers du Pendis ont été pris par les gros poissons, Japoma et c'est ces dossiers-là, en plus de Garoua, dont on parle aussi. D'accord. Alors, Maître Eric Bissot, on reviendra tout à l'heure sur le coût total de ce complexe. C'est le docteur Cyril Tolo qui l'a dit tout à l'heure. Le gouvernement avait contracté une dette de 55 milliards de francs CFA pour l'achèvement de ce complexe. La première phase, qui est le stade, n'est pas achevée. La seconde phase n'est même pas entamée. Et tout à l'heure, on reviendra au niveau des chiffres pour constater justement que McGill a déjà consommé près de 40 milliards. Comment est-ce qu'on peut expliquer que dans un pays comme le nôtre, on parle de ces gros chiffres et que ça n'émeuve personne? Il faut dire que chez nous, ces chiffres n'émeuvent personne parce que nous nous sommes rendus champions de la corruption. La somme d'argent tenant en 1 milliard au Cameroun est rentrée dans l'ordre du banal. Vous voyez très bien que si aujourd'hui au Cameroun, on se retrouve avec près d'un gouvernement embassé dans les géoles, à la suite, n'est-ce pas, de l'opération du épervier, c'est bel et bien parce que le détournement des deniers publics est devenu un sport national chez nous. Vous verrez très bien qu'en dépit de toutes ces condamnations pénales, ça n'émeut personne, ça ne semble pas les émouvoir. Vous avez comme l'impression que cela les incite à redoubler d'ardeur et n'est-ce pas de prouesse pour détourner davantage. Comment expliquez-vous que dans un pays comme le nôtre, dont on dit très pauvre et très endetté, que des gens soient aussi stoïques dans la malversation financière? Là, on vous parle d'un budget initialement lié à la construction d'un complexe qui, à ce jour, est consommé à près de 90% pour n'avoir même pas la finition, l'achèvement du simple stade. Vous voyez très bien qu'on passe là.
du complexe Olembe au simple stade Olembe. Qui n'est même pas achevé. Qui n'est même pas achevé, mais là on vous dit qu'on a consommé près de 90% du budget. Ouais. Que s'est-il passé? Je vais dire comme le grand frère Linus, il faudrait que les acteurs qu'on dénomme ces derniers temps, ces souris, doivent pouvoir dire à l'opinion publique nationale, ils y sont tenus. C'est pas une faveur qu'ils nous feront. Ils sont tenus de nous dire qu'est-ce qu'ils ont fait de tant de milliards pour que nous ne puissions pas avoir ne fût-ce que la finition de la phase 1 du complexe Olembe. Parce qu'il faut dire que le stade, c'est la première phase. La première phase, avec le centre commercial, l'hôtel, auquel on n'est pas attribué dans 5 étoiles avant la construction et tout ça là. Mais à tout le moins, qu'on puisse Mais nous là-bas, dire, c'est la seconde phase. Non. La piscine olympique, c'est pas ça? Non, peut-être la qu'il piscine faut olympique et apporter- consorts viendront certainement Oui, il faut plus tard. apporter des D'accord. précisions. Mais je voudrais Oui, m'offusquer et fustiger le fait que le budget assez alloué, consommé après les 90%, n'est pas pu permettre la livraison de la phase 1. Pas entièrement. Même pas entièrement le stade. Qui, à l'évidence, présente encore des réserves. Toute chose qui pousse à ce que, à ce jour, la CAF n'a pas encore procédé à la réception de ce stade-là. Ouais. Mais on voit bien comment est-ce que les pouvoirs publics, à travers certaines grandes autorités, task force et consorts, ont doublé d'ingéniosité pour que les matchs puissent se jouer dans ce stade-là. C'est au forceps, à travers un forcing, qu'on a pu faire tenir le match Cameroun-Malawi dans ce stade-là. Et face à la menace de ce que le stade Olembe ne puisse pas abriter La une CAF poule. menaçait de Elle enlever dans une menaçait. Il y a eu, n'est-ce pas, des rapports des représentants de la CAF. On a multiplié les génériques comme toujours pour dire que non, vraiment, ceux-là ils sont haineux, ils ne voulaient pas que le Cameroun abrite, n'est-ce pas, la compétition. On a vu, n'est-ce pas, une nouvelle race camerounais émerger. Il y avait d'un côté les Camerounophiles, donc ceux-là qui aiment trop le Cameroun, et puis les Camerounophobes. Apparemment, nous autres qui critiquions, qui avons peur de ce que l'affaire puisse échouer, parce qu'il y avait eu à glisser. On a donc vu le secrétaire, le ministre d'État, secrétaire général de la présence, qui peut sauver le meuble. Et après plusieurs consultations au Premier ministère, monté au Caire, lors d'une assemblée générale, n'est-ce pas, de la CAF, C'était l'inédit. Hein? allait certainement, mais oui, allait certainement plaider la cause Cameroun pour que la canne s'éteint. Et ça s'est passé. Nous avons abrité notre canne. Oui, certainement, c'était de la poudre et le pimpin du saupoudrage dans les jeux de la République qui tenait à avoir sa canne. Le président l'a eu. Fameux stade qui est également englouti des Camerounais. Voilà. Mais aujourd'hui, on réalise que pour une signature de contrat qui est intervenue vers, je crois, c'était en 2017, une infrastructure qui devait être livrée avant la CAN de 2019, dont notamment en juin 2018, il s'est opéré un glissement. Et en dépit de ce glissement, et à la faveur de l'effet Covid, la période a été étendue. Malgré ces multiples rattrapages de temps, malgré cette veine que nous donnons le ciel, le Cameroun n'a pas pu être au point le jour dit. On a toujours renvoyé. Le dernier rendez-vous que le ministre des Sports a donné à l'opinion publique nationale était le 30 novembre 2021. Il s'est trouvé que ce jour-là, et après le tour, n'est-ce pas, du ministre d'État secrétaire général au Caire, chose curieuse, le président de la CAF est arrivé au Cameroun et n'a plus fait cas de la réception du stade Olembe. Il a été noyé selon vous? Ça va de soi. D'accord. Ça va de soi. Il y a des choses qui m'étaient dites, mais de manière implicite, on peut comprendre ce qui a pu se passer. Parce que si vous vous fixez comme agenda, quelques mois avant, en disant, je reviendrai au Cameroun m'assurer de ce que les travaux sont achevés, et que vous revenez effectivement au Cameroun sans plus jamais faire cas de ce pourquoi vous avez promis revenir, il y a un problème. Il y a un problème. La CAF n'a plus parlé de la réception du stade. Le rendez-vous donné par le ministre des Sports a été renvoyé sine die jusqu'à ce que la compétition commence
Et ces rendez-vous-là, on attend encore jusqu'à ce jour. D'accord. Voyez-vous? Et vous verrez, vous remarquez très bien que après donc, cette CAN-là, aucun match de football ne se déroule plus au stade Olembe. Certainement parce que ce stade ne correspond pas encore aux normes internationales de la CAF. Et la CAF est claire dessus. Pour vous, il n'y a pas encore une très grande sécurité au Il n'y a pas encore, je ne sais pas si on peut parler, si ça porte seulement sur le plan de la sécurité, mais il y a certainement des éléments techniques qui militent pour que les matchs ne puissent plus se tenir de ce côté-là. Le constat est là, il est assez éloquent qui parle de lui-même, qu'on n'avait pas pensé que c'est moi qui dis que ça ne se joue pas. Tout le monde voit très bien que le stade Olembe n'abrite plus de compétition depuis lors. Et pourquoi? D'accord. C'est la question qu'on pourrait se poser. Donc aujourd'hui, moi je suis comme le Camerounais lambda qui se demande pourquoi après qu'on ait englouti autant de milliards, autant de deniers publics, autant d'impôts des Camerounais, que nous n'ayons ni l'argent, ni le stade achevé, ni le compartiment du complexe Olembe. Pourquoi? Et aujourd'hui donc, quand les gens qui ont participé à ce bal de larron se retrouvent et s'étripent certainement autour du mauvais partage du butin, c'est à ce moment-là qu'on choisit de venir prendre l'opinion publique à témoin. Qui d'entre nous peut dire, moi je suis juriste et avocat, je ne peux pas vous dire ici que j'ai déjà parcouru le contrat qui lie, n'est-ce pas, le gouvernement à Pichini ou à McGill. Je n'en connais pas le contenu. Donc je peux même pas en parler, mais je m'en tiens à ce qui est révélé par les divers acteurs et par les médias qui nous disent que voilà le budget initial, voilà les prêts qui ont été contractés auprès de certaines institutions, voilà à quel niveau nous sommes rendus. Certains parlent de 155 milliards, d'autres parlent de 175 milliards. Il y a déjà un combat de chiffres. Le CTA, lui, nous donnera les vrais chiffres. Voilà, le CTA a ces chiffres, mais l'honorable Tabar Libé qui a eu à susciter une enquête parlementaire du côté de la représentation nationale également à ces chiffres. Qu'est-ce qu'on croirait? Je crois que ma crédibilité pèse beaucoup plus du côté de l'honorable qui est un peu tiers dans cette histoire parce que je peux bien comprendre que le CT lui fera la communication officielle, il va tenir un langage politiquement correct parce qu'il doit défendre les institutions, mais moi pour ma part, je dois aller fouiller la vérité, je milite pour ce qu'il y ait manifestation de la vérité. D'accord. Alors, Monsieur Cyril, je voudrais vous demander concernant le contrat Pichini, qui rend le contrat avec Pichini? C'est le ministère des Sports? Avant de répondre à cette question, je vais y répondre, mais permettez-moi d'abord de refixer les choses. Parce que j'ai entendu beaucoup de choses qui ont été dites autour de cette table, notamment par Maître Bissou. Il faudrait que les choses soient claires. Premièrement, il faut que ce soit clair, il n'y a pas eu corruption dans l'attribution du marché d'achèvement. Le marché d'achèvement du stade, du complexe sportif d'Olembe à McGill. Et là, il faudrait que, de manière téléologique, que j'explique comment McGill est arrivé. Mais allez-y. Voilà. McGill arrive au Olembe parce que McGill venait d'achever avec une compagnie canadienne qui s'appelle la CCC, la compagnie commerciale canadienne, qui est une entreprise publique, qui arrive elle-même au Cameroun à travers le gouvernement camerounais qui décide d'aider le Cameroun à réhabiliter certains stades dans le cadre de la préparation de la CAN. Et le Canada dit, le gouvernement, le haut commissaire du Canada, va à la présidence de la République, dit le Canada peut vous aider à réhabiliter certains stades. Et dans la liste des stades, il y a le stade de la réunification. Le gouvernement canadien dit d'accord, nous allons vous aider à réhabiliter le stade de la réunification. Et naturellement, c'est une entreprise publique canadienne qui en est chargée. Et cette entreprise canadienne doit faire les travaux avec d'autres entreprises canadiennes. C'est comme ça que McGill arrive au Cameroun. D'accord. Et ils ont en charge la réhabilitation du stade de la réunification. Personne autour de cette table ne peut dire que le stade de la réunification tel qu'il se présente aujourd'hui a été mal réhabilité. Au contraire. D'ailleurs, il n'y a pas eu de bruit de botte de son. Voilà, il présente fière allure et les délais des travaux ont été respectés. C'est comme ça donc qu'après le départ de Pichini, la résiliation de son contrat en novembre 2019,
McGill qui vient d'achever la réhabilitation du stade d'Olembe. Enfin, pas McGill. Le gouvernement canadien, une fois de plus, le haut commissaire va à la présidence de la République. Vous avez des problèmes avec Olembe. Le gouvernement canadien peut vous aider à financer l'achèvement des travaux. Je dis bien le gouvernement canadien. Donc c'est une affaire de gouvernement à gouvernement. Et c'est comme ça que le gouvernement canadien vient avec McGill à Olembe et McGill est donc chargé d'achever ce chantier. Je puis vous dire que les questions des financements internationaux entre États, il n'y a pas de corruption. Première des choses. Deuxième des choses, j'ai entendu dire, on parle de détournement, on parle de partage, on parle d'un stade qui a englouti des milliards. Ce sont des termes que je réfute. Parce que lorsqu'on parle de détournement, je vois encore, voilà, c'est encore les fonctionnaires, les fonctionnaires véreux qui ont détourné l'argent d'Olembe. Mais pour une fois, attendez, pour une fois. Oui, mais moi, ça, je voudrais vous relancer. Mais justement, quand vous allez d'autant de gros chiffres, oui, vous allez, puisque c'est l'argent du contribuable. Oui, bien sûr, vous allez me relancer. Mais ce qui m'afflige, à moins que nous ne soyons pas audibles, que notre discours ne soit pas audible, ou alors que les autres ne soient pas réceptifs à ce que nous disons depuis, nous avons une entreprise qui s'est retrouvée en situation de surconsommation du budget du projet, en situation de dérive budgétaire. Ça arrive dans beaucoup de projets. Et le gouvernement a dit, à l'allure où vous consommez le budget, vous risquerez finir le financement sans avoir donné les livrables. En conséquence, je ne vous paye plus. Ça dure 1 an. Ça dure 1 an. Le ministre des Sports, qui est un juriste, Maître Bissou, en est un également, peut-être a-t-il même été l'étudiant du professeur Mouelé, dit: nous vous avons fait un prêt de 4 milliards remboursables. Vous n'avez pas encore remboursé. Vous avez pris 21,9 milliards d'avance de démarrage des travaux pour l'ensemble du complexe. Les travaux de la phase 2 n'ont pas commencé. Vous m'avez envoyé une lettre de résiliation. Sachez que je vais vous poursuivre, y compris sur le plan judiciaire. Le ministre l'a écrit. Pour protéger les intérêts du gouvernement. Pour récupérer l'argent du gouvernement que vous devez de manière illégale. Parce que lorsqu'on vous fait un prêt, vous devez rembourser. Alors, je me serais donc attendu à ce que les Camerounais disent, voilà, pour une fois, nous avons un gouvernement qui est ferme. Face à une multinationale, vous savez, les multinationales dans nos pays pauvres se comportent même parfois plus que les États. Je vous dis plus que les États. Alors moi, je me serais attendu que sur ce plan-là, qu'il y ait un minimum de consensus entre les Camerounais pour dire, nous sommes derrière le gouvernement, pour que McGill qui a pris déjà, effectivement, ce sont des fonds publics, que le gouvernement tienne bon, parce que ce n'est pas évident. Il y a la coopération avec ces pays-là, qui sont, et je vous le dis, parfois ces pays disent, oui, vous avez un traitement inamical de nos entreprises. Et là, nous nous retrouvons plutôt devant certains Camerounais qui accablent le gouvernement. Mais est-ce que ce n'est pas parce qu'ils sont aussi exaspérés? Ces multinationales dont vous faites allusion, c'est vous qui les appelez. Mais attendez. Est-ce que nous avons l'expertise locale ici, là, pour construire un stade, un complexe comme l'Olembe? Nous en avons. Mais pourquoi pas nous, est-ce que, je vous demande, est-ce que... Alors, par contre, les sous-traitants, moi je travaille à Olembe depuis 2 ans. L'essentiel des sous-traitants qui travaillent à Olembe sont des Camerounais. Ce sont des PME camerounaises. D'ailleurs que McGill n'a pas payé, malgré les 42 milliards qu'il a perçus. Donc c'est pour ça que je voulais restituer. Donc nous ne sommes pas contre la critique, au contraire. Mais nous nous attendons à un certain moment que la critique soit constructive.
que la critique soit constructive. Je vais vous dire pourquoi les 55 milliards de McGill ne sont pas arrivés à temps. Des Camerounais, je suis sur le dossier, ont écrit à la Standard Chartered Bank pour dire à la Standard Chartered Bank, ne donnez pas de l'argent à ce gouvernement, il ne constitue que des voleurs. La Standard Chartered Bank a écrit au gouvernement pour dire, je sursois ce dossier, je vais mener des enquêtes pour savoir comment le marché a été attribué à McGill et pour me rassurer qu'il n'y aura pas de détournement. La procédure a pris à nouveau 6 mois. Conférence avec des avocats à Londres, conférence avec des avocats aux États-Unis, expliquer le code des marchés, expliquer les procédures de ceci, ça a mis 6 mois. Lorsque le dossier aboutit, le président de la République a instruit le ministre de l'économie de signer l'accord de prêt avec la Standard Chartered Bank. Des Camerounais sont allés manifester devant la Standard Chartered Bank à Londres. Procédure une fois de plus arrêtée. La Standard Chartered Bank dit, pour des questions de renommée de la banque, de l'image de la banque, elle attend que le climat s'apaise. Nous avons encore perdu pratiquement 3 mois. Donc, nous ne refusons pas que les Camerounais n'aiment pas le Cameroun. Mais ce que nous disons, vous pouvez ne pas aimer un système, vous pouvez ne pas aimer le chef de l'État, vous pouvez ne pas aimer le RDPC. Nous sommes d'accord. Mais pourquoi vous détestez votre nation? Est-ce que lorsque le président de la République construit Olembe, il va mener ça dans sa tombe? N'est-ce pas que vous avez entendu les déclarations du président comorien qui était là pendant la CAN, qui a dit qu'il remercie son frère, le président Biya, pour le travail de titan qui a été fait à Olembe? Le président de l'association sénégalaise des journalistes, qu'est-ce qu'il a dit? Il remercie le président Biya pour les infrastructures colossales et les dépenses que le Cameroun a déployées pour que cette CAN se tienne. Le président de la CAF dit quoi? Meilleure CAN jamais organisée dans le monde. Le président de la FIFA, meilleure CAN organisée en Afrique, meilleure CAN organisée en Afrique. Cérémonie d'ouverture et de clôture ont déjà remporté 2 prix à l'international. Soyons tout simplement honnêtes, soyons justes, restons mesurés dans la critique. Moi, je ne refuse pas qu'on critique, mais restons mesurés dans la critique. Nous avons en face de nous... S'il te plaît, oui. C'est pas là le problème n'est pas... Le problème, et moi je reviens, je parle toujours de ce que moi je connais. Je dis toujours, si il y avait eu une communication saine, parce qu'aujourd'hui, je dis toujours, les documents qui sortent là nous embarrassent. Je crois que mon petit frère, parce que ça vient de partout. Le stade n'est pas là. Le stade n'est pas là, il est inachevé. Ouais. Donc, les gens se posent des questions. En 2008, 272 milliards faisaient 10 stades dans les régions et des plateformes sportives. Olembe a déjà pris tant, tel a pris tant. Aujourd'hui, ce que le commun des Camerounais veut, surtout en ces moments de... C'est toujours quand quelqu'un est fauché qu'il regarde où sont ces derniers, il compte ces derniers 1000 francs. Donc, le reste là, ce n'est pas là le problème. Le problème est que la communication, parce que je prends l'exemple du patron des sports, je lis qui n'a cessé de nous dire que McGill c'était le meilleur. Je vois des extraits qui circulent sur les réseaux sociaux. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, parce que les paroles restent, même comme elles s'envolent, maintenant quand elles sont figées sur un écran, elles reviennent toujours. C'est la volte-face là qui fait que toutes ces supputations là, parce que il est impossible de dire que dans ces marchés, il y a eu des surfacturations. On a entendu à un certain moment les prix de camions de sable, les prix des sacs de ciment, tout ça a circulé ici. Ouais. Et tout ça remonte en surface aujourd'hui. Donc, c'est là le problème de fond, parce que si on prend la peine de communiquer, de tenir compte du petit public, c'est-à-dire à chaque étape, dire voilà, sans chercher je sais pas, à Vous avez l'impression qu'on anticipe assez.
On n'anticipe pas. Et j'appuie sur ce domaine précis et je voudrais que là où nous nous trouvons aujourd'hui, parce que en communication, lorsque vous êtes toujours en position de réplique, vous avez toujours un plan de retard. Ouais. Parce que quand moi j'ai déjà dit, vous êtes toujours là en train de dire des contre-communiqués, des démentis, ça veut dire que vous avez déjà perdu le domaine de la com. Et c'est là le problème de fond. C'est là le problème de fond. D'accord. Parce que si tout avait été clarifié aujourd'hui, on aurait su que on ne poserait plus qui a chassé Piscini, qui a amené Maguil est venu comment, qu'est-ce qui a été signé, qu'est-ce qui devait être fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Parce que c'est ça les problèmes de fond maintenant. Et c'est ça qui crée donc cet imbroglio qui fait qu'on se dit que mais tant d'argent parti, mais il n'y a pas de stade. D'accord. Alors attendez un peu que j'apporte quand même une précision. Comment nous pouvons dire qu'il n'y a pas de stade? Nous avons joué où? Permettez-moi de vous dire qu'aujourd'hui, aux normes FIFA CAF, le Cameroun, après l'Afrique du Sud, est le deuxième pays à avoir le plus grand nombre de stades. Non, nous parlons de Lembe. Je parle encore dans le stade, on n'a pas le complexe. Non, attendez, je parle de sur le thème du débat. Voilà, ce que nous devons donc dire, ce n'est pas que Lembe n'est pas achevé. Non. Le stade de Lembe est achevé. Non, le stade est achevé, mais il n'est pas réceptionné. C'est deux choses. Il n'est pas réceptionné parce que sur le plan technique, si vous voulez, pour réceptionner un ouvrage, il y a des procédures. Et cette procédure aujourd'hui à Lembe n'est pas allée jusqu'à son terme parce que Maguil avait promis qu'on allait le faire après la CAN. C'est pour ça qu'on ne joue pas à Lembe. Nous avons fait une possession provisoire du stade, même pas anticipé, provisoire pour la CAN. On a un peu forcé la main là à Lembe. Et puis quand vous voyez l'état, bon, moi je vois des écailles qui s'envolent. Les écailles ne s'envolent pas. Peut-être qu'on les a remises. Non, les écailles ne s'envolent pas. J'étais encore hier à Lembe. Je suis rassuré. Nous discutons. Avec la presse. Moi, je suis rassuré. Malheureusement, Info TV, j'aurais dû vous ouvrez à la presse. Ça n'est pas étions hier. Avec la CFTV. Vous avez travaillé avec la CFTV. Justement, monsieur, nous y avions été avec Vision 4. Ce qu'on vous reproche aussi, avec Vision 4. Justement, la presse, vous faites le choix. Le choix, pas le choix. Donnez l'opportunité à la dent tendre vis-à-vis. Non, je reste sur le niveau de la reportage. Je reste sur le niveau de la communication. Oui. Donner la permission à chaque organe qui veut aller faire une investigation, d'aller à son heure, pas ramasser. Non. Aujourd'hui, pourquoi vous ne pouvez pas le faire? Parce que ce stade-là est gardé par les FMO. Ce stade est gardé par les FMO. Si au ministère, on peut demander une demande de couverture, on peut apporter. Oui, c'est pour ça qu'on ne peut donc pas laisser chaque entreprise aller quand elle veut. La DSP, pour les raisons que vous imaginez, y est. Donc ce que nous faisons, c'est que quand on veut y aller, d'abord il faut les informer et on va avec la presse comme nous sommes allés hier. Il y avait près d'une dizaine radio, télévision avec qui nous y étions hier. Et on a laissé que les gens filment de manière libre. On vous a montré des images où la pelouse de Lembe était en train d'être mangée par des chenilles et ainsi de suite. Mais on a dit, filmez l'état de la pelouse. Alors, ce que je voulais dire encore, et ça c'est pour répondre Maître Bissot, mais ce n'est pas à la CAF de réceptionner au Lembe. Ce n'est pas à la CAF. Ce n'est pas la CAF qui a financé au Lembe. Dans les marchés publics, c'est celui qui finance qui réceptionne. Donc c'est l'État qui a financé, c'est l'État qui doit réceptionner. Et le différent que nous avons avec Maguil, l'État réceptionne selon les normes de la CAF. L'État peut réceptionner. La CAF dit que la CAF a déjà validé, avant que la CAN ne se joue, toutes les missions de la CAF. L'UNIS, tu es un très grand journaliste. C'est pour ça que je pose des questions. Que ce soit la sécurité, que ce soit sur le plan sanitaire. Nous sommes d'accord. Ça a été fait avant la CAN. Mais il peut arriver que la CAF valide entre guillemets, et qu'au niveau de la compétition, on estime. Et d'ailleurs, il y a eu des petites choses. Nous ne sommes pas là pour ça. Mais je dis, je vous exhorte, vous les décideurs,
à tenir un langage clair pour les autres. Quand ils comprendront, il n'y aura plus de problème. D'accord. Parce que là, et moi j'insiste là-dessus, je reste toujours sur la com. La com est très importante. D'accord. Mais c'est le volet qui est le plus maîtrisé par nos gouvernants. Les journalistes sont toujours, les communicateurs sont toujours laissés. On leur dit, dites ceci, et quand ils ne disent pas cela, ça donne ce que ça donne. Je n'aimerais pas monopoliser la parole. Je suis... Je pense que je suis sur ce plateau. Hein. Non, justement, c'est ce que je voulais dire. Je voulais juste conclure. J'aimerais apporter comme la contradiction. Bien sûr. Moi, je calcule mes propos. Je voulais juste vous dire que ce n'est pas à la carte. Non, et je conclue là. Vraiment, c'est ma Je vous prendrai à défaut. Oui, que ce n'est pas la CAF Je vous prendrai à défaut. qui réceptionne, parce que moi, je suis dans la commission de recettes techniques. C'est une commission qui figure dans le marché signé avec McGill. Qui doit réceptionner? Cette commission s'appelle la commission des recettes techniques. Elle est dans le marché, j'en suis membre. Mais pourquoi ça tarde? Non. Je vous dis donc que la réception technique devait se faire après la CAN. Oui. Et c'est là que McGill dit qu'il ne travaille plus parce qu'il n'a plus d'argent, d'où le blocage. D'accord, maître. Voilà, c'était juste cette précision. Apportée. Excusez-moi si j'ai été long. Non, je vous en prie. Oui. D'abord, je vous ai aidé à être long. En ce qui concerne cette réception technique, au-delà de ce que c'est justement le maître d'ouvrage qui devrait réceptionner ces travaux, et d'ailleurs, ce maître d'ouvrage a tenté de les réceptionner, et il s'est trouvé que lui a mis des réserves. Il y a près de 32 réserves, ou peut-être plus. C'est la raison pour laquelle je vous ai indiqué ici, dans mon propos liminaire, que ce maître d'ouvrage, notamment le MICEP, a renvoyé signé la réception de cet ouvrage-là. Jusqu'à ce jour, cet ouvrage n'est pas réceptionné. Et ce qui se passe, et ce que vous devez savoir, c'est que justement, la CAF a son règlement de compétition. Dès lors que le pays organisateur a fini de réceptionner les ouvrages ou les stades, il les met à la disposition de la CAF. Et ce 3 mois avant le début de la compétition. Ça veut dire qu'on évolue dans un stade qui n'a pas été réceptionné. Dans le cas du Cameroun, il est manifeste. Il est manifeste que nous n'avons pas été dans les délais. C'est par mesure dérogatoire qu'à un mois de la compétition, la CAF nous permettait encore de pouvoir lui présenter ce stade. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le président Moutipe a dit « Je reviens au Cameroun le 30 novembre, m'assurer que les stades sont effectivement aux normes CAF. » Moutipe arrivé au Cameroun, n'a plus fait cas du stade, n'est-ce pas, et passé à autre chose. C'est la raison pour laquelle lorsque vous entendez M. Cyril Tolo, vous indiquez que le stade est achevé, mais c'est non réceptionné. Non réceptionné. Il n'est pas achevé puisque si on faut s'en tenir à la simple correspondance du ministre des Sports adressée au secrétaire général du dépôt de service pour le ministère, lui m'indique que ça n'est pas achevé, qu'il y a des réserves. Comment vous pouvez parler d'une œuvre achevée pour laquelle vous émettez des réserves? Elle n'est pas achevée. Est-ce qu'aujourd'hui l'hôtel de 5 étoiles le rapport dont tu dis qu'il a cassé dans les gradins, est-ce que ce hôtel-là est fonctionné aujourd'hui? Non. Mais l'homologation du stade. Vous avez laissé parler. L'homologation du stade. Est-ce qu'aujourd'hui le centre commercial est fonctionnel? Non. Ce que je veux dire, c'est que vous voyez très bien que nous sommes ici pour un certain temps. L'émission, c'est 1h30 de consort. On veut nous distraire. Il faut parler de choses concrètes. Allons-y. De l'argent a été dépensé. Combien? De l'argent a été dépensé. Vous avez beau donner les chiffres. Je vous ai suivi. Vous avez indiqué quelque part qu'aujourd'hui, ça a coûté au contribuable camerounais près de 155 milliards. Et j'ai indiqué tout à l'heure qu'il y a une guerre de chiffres. Parce que d'abord... Avec qui? Avec l'honorable Tabra Libi. Qui travaille sur le projet? Parce que... Monsieur Toulou, est-ce que vous pensez vraiment qu'un Camerounais comme moi, pour vous regarder dans les yeux, vous fait confiance? Écoutez, je vais vous dire, le ministre a reçu une délégation. Le ministre a reçu une délégation. Qui a promis à l'agent camerounaise que ce stade sera prêt le 30 novembre. Aujourd'hui, il était prêt le 15. Aujourd'hui, passez aux avocats. Il a été prêt 2 semaines plus tard. Pas continuer comme ça. Il a été prêt 2 semaines plus tard. Aujourd'hui, vous passez aux aveux complets à reconnaissant, pas vous, votre ministre,
reconnaît aujourd'hui à travers sa correspondance que ce stade-là, bien qu'on ait pu disputer un match, n'est pas prêt, n'est pas encore livré. On est livré de match, mais n'est pas prêt, le stade n'est pas prêt. Il n'a pas été homologué. C'est une la palissade, il n'est pas prêt. Les réserves que le ministre met dans sa correspondance. Est-ce que vous avez quelqu'un qui peut aller sur Internet, il va stade homologué par la CAF au Cameroun? Je pense que la réalisation... Voilà, demandez à la réalisation de le faire. Le peuple camerounais, le Camerounais lambda, ne veut pas savoir aujourd'hui si le président comorien a apprécié la cérémonie d'ouverture ou de fermeture, n'est-ce pas, dans la canne. Non. Nous voulons savoir à quoi on a destiné notre argent. Voilà du contribuable. Voilà, il se trouve aujourd'hui que une bande d'amis, je dis bien qu'une bande d'amis, se soit regroupée et décidé de dissiper, dilapider notre argent. Comment faire comprendre qu'aujourd'hui, qu'on vous dise que les sous-traitants camerounais attendent 3 milliards, Razel attend 10 milliards. Ces sous-traitants vont être payés par qui? Puisqu'il n'y a plus d'argent. Magui dit par l'État et l'État dit par Magui. Voilà la partie des ping-pong, de là-haut. D'accord. Vous verrez très bien que allez voir avec quelle diligence, j'allais dire avec une prestance dans le détournement que les uns et les autres ont fait montre. Lorsque après ce mois, ça veut dire que, pour qu'on soit aussi clair, ça veut dire que les sous-traitants peuvent oublier leur argent. Ça sera compliqué à recouvrer, ça sera très compliqué dans cette partie de ping-pong. Ça sera compliqué. Parce qu'on ne sait pas, gratuitement. On ne sait pas quelle destination, dans quelle poche sont rentrés cet argent-là. Magui vous dit, j'ai apprécié ce qui m'est dû, et l'État vous dit, Magui vous devez l'argent à ses sous-traitants. Toujours est-il que, il faut questionner la célérité avec laquelle l'État a pu sortir autant de milliards. Oui, c'est justement la question que je voudrais poser. Mais les travaux n'avancent pas. Oui, c'est justement la question que je voudrais poser. Il y a un cahier de charge. Ça veut dire que lorsqu'on a avancé d'un pas, on sait qu'il faut débloquer telle somme. Mais comment comprendre que on débloque 42 milliards de francs CFA sur 55 milliards, alors qu'il y a une seconde phase où vous avez quand même des terrains de basket, des terrains de volley. Vous avez par exemple une piscine olympique qui doit encore, et un gymnase qui doit coûter 12 milliards de francs CFA. Et c'est là le hic, monsieur Bala. Parce que vous verrez très bien. Vous avez le coût du gymnase? Monsieur, vous allez nous demander. Monsieur Bala, le hic fait de ce que, là vous dit que sur les 163 milliards initiaux, Pultini a pu en consommer 113. Oui. Voyez-vous? Et que 50 milliards étaient bloqués quelque part dans la banque italienne. Donc, lorsque Magui arrive, dans un premier temps, Magui fait savoir au gouvernement camerounais qu'il pourrait conduire les travaux sur fonds propres. Cela a été dit. Mais, au lieu de quoi, Magui ne se contente plus des fonds propres, Magui demande l'argent à l'État. Et les amis de Magui, tapés au sein du gouvernement, s'empressent de payer à Magui 40 milliards. Pour faire quoi? Ce n'est pas pour finir le stade, c'est pour construire l'ensemble des composantes restantes du complexe, pas du stade, du complexe. Donc en fait, si on débloquait 50 milliards une fois à Magui, Magui était censé représenter l'ensemble des complexes, l'ensemble des composantes qui restaient au stade olympique. Moi, vous voyez très bien, je dis que Magui vous dit, je veux 50 milliards, non pas pour finir les composantes du complexe, mais pour achever le stade. Il y a un problème. Ouais. Pourquoi on s'est apprécié de verser autant d'argent à Magui, alors que le ministre des Sports s'est rendu à ce chantier presque toutes les 3 semaines? Est-ce qu'il n'a pas pu remarquer que tout en permettant le déploiement, le paiement au niveau de la task force de ces travaux-là, rien ne s'est passé sur le chantier? Il y a un problème. Donc aujourd'hui, les gens arrivent, on nous tient en langage hautain, un peu en nous larguant, en disant non, voilà, écoutez, passez un peu l'éponge. On nous fait miroiter des procédures judiciaires. Ça ne met personne. Ça ne met personne. Les procédures judiciaires sont... Mais le ministre n'a pas raison de réclamer l'argent qui est dû. Le ministre peut le dire, ça va de soi. C'est une la palissade. Mais en passant, moi, ce que je voudrais dire, c'est que s'il faut continuer les travaux au Lembe, il faudrait qu'on aille chercher le fonds assez destiné dans le compte de ceux qui ont détourné l'argent de Lembe. Il n'est plus question pour le contribuable camerounais d'aller encore puiser à ses poches aujourd'hui pour aller finir ce chantier. Parce que lorsque vous lisez en filigrane le message subliminal qui est continué dans la correspondance du ministre des Sports, c'est qu'il voudrait inviter le gouvernement à sortir encore de l'argent, mon Dieu.
sortir un peu de l'argent pour parachever, même pas le complexe, le stade, parce que dit-on, il y a une compétition de, je sais pas quoi, islamique, il veut se tirer le Cameroun. Il faut qu'on arrête ça. Le ministre l'a dit. Il faut qu'on arrête ça. Le ministre je parle d'un message subliminal contenu dans la correspondance où il incite à ce que le gouvernement puisse encore mettre de l'argent dans cette Il dit que c'est lié au jeu de la solidarité islamique. Permettez-moi d'être bête. J'ai dit ceci. Le ministre incite le gouvernement à pouvoir injecter de l'argent encore dans ce chantier pour qu'on puisse achever. Et moi je dis donc que de manière en filigrane, c'est justement parce que le Cameroun a déjà pris des engagements, quelque part pour pouvoir faire tenir des jeux islamiques de ce côté-là. Moi je dis que aujourd'hui, le Cameroun a suffisamment d'infrastructures sportives pour faire tenir ces jeux sur d'autres ici, mais pour Olembe, tant que ceux qui ont pris de l'argent là-bas n'ont pas rendu gorge, et tant qu'on n'a pas pu prendre les fonds dans leur protocole pour parachever sur ce stade-là, rien ne nous fera. On peut le laisser comme ça. On va être bien que le sol de Magadjo, 50 ans après n'est pas achevé. Les dépendances de Mania qui étaient à ce stade-là sont occupées aujourd'hui par des apparatchiks, n'est-ce pas, du gouvernement. Donc pour vous, il faut encourager que ça perdure. Pour nous, pour moi, je parle ici pour moi, et peut-être pour l'ensemble du CFC Camerounais, je dis que nous avons déjà suffisamment saigné comme ça. Mais est-ce qu'il vous ne pensez pas qu'il faudrait interpeller des gens? Ça va de soi. Quand je dis qu'ils doivent rendre gorge, quand on les saisit des comptes, c'est au terme des procédures judiciaires. Il faudrait aujourd'hui que la justice se mette en branle et que c'est le fruit des saisies des comptes de ces prévocateurs qui a servi aujourd'hui à finir le chantier de l'Embe qu'on a pu chercher dans le panier de la ménagère. Parce que nous souffrons. L'inflation est galopante, la vie est chère, tout augmente, le pauvre gens a payé son temps, même ses enfants. En tout temps, les gens sont assis à manger les milliards et ils n'ont. D'accord, merci, Maître Eric Bissot. Alors, permettez, je vais vous dire, je suis très gêné et embêté. Vraiment, gêné et embêté. J'avais décidé de ne plus venir sur des plateaux où les gens viennent exprimer leurs émotions. J'avais décidé, parce que ça s'est passé à Canal 2. Et je vous avais dit, je viens sur un plateau pour qu'on parle des faits. Je ne connais pas Maître Bissot, vous m'avez dit que c'est un avocat. Et dans l'avocature, ils défendent des gens, on est factuel. On est basé sur des faits. Vous comprenez? C'est pour ça que ne le connaissant pas, je connais Magnus qui devait être là, je connais le grand frère Linus qui est là, j'ai accepté de venir. Vous pensez que je parle d'émotion? Je vais vous expliquer pourquoi vous ramenez des choses sur l'émotion, le panier de la ménagère, les gens ont détourné de l'argent, il faut les interpeller. C'est de la pure fiction. Ce que j'attends d'un avocat. D'un érudit du droit, c'est de dire que nous avons enquêté. Je suis un enseignant. Vous êtes avocat, je vous je suis enseignant. Soyez d'abord juriste, soyez avocat en plus, et vous me dites ce que je peux faire dans ma profession. Je ne vais pas vous le permettre. Je suis de l'ancienne école. Je suis de l'école de l'érudition. Je suis de l'école de l'érudition. Vous comprenez? J'ai un certain âge. C'est pour vous dire que quand j'ai été à l'université, bien qu'étant en faculté des lettres, parce que nous avions des maîtres... Monsieur, qu'avez-vous fait de l'argent de l'Embe? Alors, vous posez donc des questions et laissez qu'on explique. Mais ne commencez pas à dire qu'on doit interpeller les gens. Bon, si on doit interpeller les gens, la justice est déjà identifié. La justice devrait demander qu'on interpelle les gens. Si tant est qu'ils sont pleinement responsables. Alors, vous avez mené les enquêtes. Vous avez mené les enquêtes indiquées. Bon, je demande non. Ça sert à l'issue des procédures judiciaires. S'il a mené des enquêtes. Je vous dis que ça sert à l'issue des procédures judiciaires. Parce qu'un avocat ne peut pas vous dire on doit interpeller les gens, on doit arrêter tel, on doit faire ça. L'interpellation ou l'arrestation est l'aboutissement d'une procédure. Qu'ils disent encore qu'on ouvre des enquêtes. Mais il ne peut pas dire qu'on interpelle. D'accord. Monsieur Tolo, finalement, la solution du ministre, c'est laquelle? Attendez, le problème, vous avez dit... jette encore de l'argent. L'argent de l'Embe est parti où?
Voilà, C'est la question qu'on vous pose. Oui, voilà des questions sur lesquelles, moi, venant sur un tel plateau, je dois expliquer. Oui, justement. Où est l'argent? Où sont les complexes? Il nous reste pratiquement 6 minutes, donc on va Alors, vous les accorder. Ça ne sera pas suffisant, mais ce que je vais vous dire, c'est que à ce jour, avec les 155 milliards que nous avons dépensés à Olembe, nous avons un stade qui est achevé mais non réceptionné. Nous avons 2 stades d'entraînement. Nous avons un hôtel. Nous avons un centre commercial. Hélas, pour ces 2 derniers modules non achevés. Ouais. Voilà. Nous sommes à 155 milliards. J'aime bien travailler de manière structurée. Vous savez combien le stade de Bimpe à Abidjan, sans stade principal, 60 000 places, sans stade d'entraînement, a coûté à l'État ivoirien? Non. 163 milliards. Cet argument est fallacieux. Vous savez combien remettez en cause et dites-moi pourquoi c'est fallacieux. Je vais vous dire pourquoi. Vous connaissez le chiffre? Je vais vous dire pourquoi. Vous connaissez le chiffre? Je vais vous répondre. Oui. Voyez-vous? Oui. Monsieur Tolo, Oui. vous vous livrez à un jeu malsain. Oui, J'ai comme allez-y. l'impression que vous recrutez parmi les artisans, n'est-ce pas, du mensonge d'État. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est de rendre compte, et non pas de faire de comparaison avec ce qui se passe ailleurs. On ne veut pas savoir ce que les stades ont coûté. On essaie même de rendre compte. Écoutez, vous êtes c'est pas en train de faire. C'est pas en train de faire aujourd'hui. Vous êtes même hermétique. Vous citez ce gabagie. Vous voulez qu'on rende comment? Je vais vous aider que nous avons plus financière qui est opérée en Olembe en nous indiquant que, en fait, Olembe même coûté moins cher parce qu'ailleurs, comparativement à ce moment-là, je voulais faire du coaching. Vraiment, je savais pas. Vous pouvez permettre qu'il j'ai dit donc que c'est un jeu malsain. Oui, d'accord, on vous a compris. C'est une mauvaise méthode. D'accord, on vous a compris. Et je pense qu'aujourd'hui, les Camerounais attendent qu'on puisse justifier ce qu'on a fait de l'argent. Et donc, on puisse dire que l'argent de l'Olembe est même peu. Ça, c'est 15 milliards. Ça, vous l'avez dit. Mais il est en train d'apporter des précisions sur certains éléments. Sur certaines questions que vous avez la direction. Non, c'est pas une question de distraction. Il donne ces éléments, ce sont les éléments qui nous viennent du gouvernement camerounais. Monsieur Tolo, vous croyez vraiment? Oui, bien sûr. Laissons l'épuiser alors. Non, il a terminé. Non, je vous donne la parole. Quand il aurait terminé. Non, moi, je vous Je vais reprendre la parole pour... Non, vous ne laissez pas la parole, maître. Non, nous sommes arrivés au terme. Allez-y. Non, c'est pas lui qui fait, qui modère, c'est moi qui modère, c'est lui qui a... Vous avez modéré, là, eu plus de temps de parole, je l'ai laissé parler. Non, mon temps pour se dire que je puisse parler. Oui, vous avez parlé. Monsieur Tolo, allez-y. Alors, ce que moi j'étais en train de vous dire, et ça ce sont les chiffres, je suis le conseiller du ministre. Comprenez? Oui. On ne peut pas venir de manière éhontée mentir au peuple. Vous comprenez? Oui. Le mensonge est de l'autre côté. Bon. J'ai parlé du mensonge d'État. Allez-y. Non, Maître Bissot. Maître Bissot, essayez de vous... Non, écoutez, non, Maître Bissot, Monsieur Bala, Bissot, s'il vous plaît. Il faudrait bien fixer les règles, vous comprenez? Non. Si nous voudrons verser dans la gadoue, on peut bien le faire. Non. Il faudrait que le propos soit courtois. Oui, vous comprenez? Oui, mais je fais mal dans l'émotion. J'ai pris le temps ici de faire la relation des faits. D'accord. Et j'aime éviter de rentrer dans les aspects techniques. Voilà. Parce que lorsque je vous dis ici que c'est un tiers qui est pris tous ces salaires, un tiers absolu dans un contrat, notamment la coopération canadienne, qui est venu dénoncer le contrat entre le gouvernement camerounais et Pichini, ça fait honte. D'accord, mais vous pouvez donc permettre à ce que M. Tolo... Le mensonge de ce côté-là, pas ici. S'il vous plaît. M. Tolo, allez-y. S'il vous plaît. Pas de honte. Non, il faut plus l'interrompre. Laissez qu'il poursuive. Il vous a laissé terminer là, il était tranquille. Allez-y, M. Tolo. J'étais en train de vous dire qu'un conseiller du ministre ne peut pas venir, d'accord, mentir hontement au peuple. Je parlais de moi. Vous comprenez? Mes responsabilités et mon éthique ne me permettent pas de venir ici mentir. Parce que les chiffres que je vous donne sont les chiffres qui sont communiqués à la plus haute hiérarchie de ce pays. Vous comprenez? On ne peut pas mentir au Premier ministre lorsqu'on lui rend compte. On ne peut pas mentir au président de la République quand on lui rend compte. Le président de la République, c'est une institution. Il a été choisi par le peuple. Donc, quand vous rendez compte au président de la République, vous rendez compte au peuple. Je vous disais hier que le ministre des Sports et de l'Éducation physique a reçu plus d'une dizaine de parlementaires, tous partis confondus, qui sont venus s'enquérir de la situation. Nous leur avons donné les mêmes éléments.
Vous comprenez? Ouais. Parce que là, ce sont les représentants du peuple. On n'a pas besoin de mentir. Ok. Mais nous nous retrouvons aujourd'hui dans une situation où, et c'est une tendance générale, McGill est en charge de la construction de la pénétrante Est à Douala. Vous le savez. Ouais. Voilà. On Et va vous prendre- savez que ça fait pratiquement 1 an que McGill a pris une avance de démarrage de plus de 30 milliards. Les travaux de la pénétrante Est avancent. Non, pas du Nous sommes à Olembe. Voilà. Le ministre des Travaux publics vient d'adresser une correspondance due à une entreprise chinoise qui travaille sur la route Lena-Tibati, qui a perçu l'avance de démarrage. Depuis plus d'1 an, les travaux n'ont pas avancé de 10%. Vous comprenez? Le ministre des Travaux vient d'adresser une correspondance dure. En réalité, il y a une tendance nouvelle des entreprises multinationales de venir dans des pays pauvres, s'enrichir de manière illicite. Je le dis de manière péremptoire. Parce que moi que vous voyez, McGill a porté plainte contre moi à la gendarmerie nationale parce que j'ai écrit sur ma page Facebook. Et cette publication est encore là. Que le Cameroun n'est pas la vache à lait où les entreprises transnationales viendront se servir, n'est-ce pas, sans faire les travaux La pour preuve, lesquels ils sont là. en matière n'est plus au Cameroun. Fin matière est vraisemblablement là, Ah bon? puisque il a fait pondre, je ne sais pas, un communiqué malheureusement non signé, qu'il aurait été reçu en haut lieu. Oui. Fin matière n'est pas interdit de venir au Cameroun. on a reçu Mais ce tout simplement ce communiqué que je déjà. veux dire. Et c'est ce genre de débat que j'aimerais avoir avec mon frère Bissou. Oui. Nous défendons la même cause. Les derniers publics, je suis fonctionnaire, c'est avec ça qu'on me paye. C'est que face à ces entreprises-là, qui viennent, qui prennent des avances de démarrage, c'est pour ça que McGill se retrouve avec 42 milliards. Parce que dans son contrat, il est écrit que pour que ce contrat entre en activité, il doit toucher 40% d'avance de démarrage. Et dès qu'il a touché les 40%, je vous le dis, McGill a pratiquement cessé de travailler. Mais lorsqu'on est en responsabilité, vous imaginez le ministre des Sports, alors que la CAF nous a déjà écrit que le chantier d'Olembe a pris du retard, le stade d'Olembe sera déclassé, venir dire aux Camerounais que j'ai tous les problèmes du monde à Olembe, McGill ne travaille pas, le stade ne sera pas prêt. Le rôle d'un membre du gouvernement, c'est de rassurer et de chercher les solutions les plus efficaces pour atteindre l'objectif. L'objectif, c'était que Olembe soit prêt pour la CAN. Et j'avais dit que Olembe, le stade, sera prêt le 30 novembre. Il a été prêt le 15 décembre. La CAN se jouait à Olembe. Je suis accablé de tous les mots, mais j'en sais le management de projet. Lorsque on a une dérive temporelle de 15 jours sur une infrastructure comme celle-là, est-ce un crime? D'accord. Alors, finalement, la solution du ministre sera laquelle? La solution du ministre, c'est que Olembe se fera avec ou sans McGill. D'accord. Olembe se fera avec... Et la réunion annoncée pour demain, ça, je ne suis pas encore informé. D'accord. Je ne suis pas informé. Par contre, juste pour répondre à Maître Bissou, c'est Maître Eric Bissou. Oui, Maître Eric Bissou. Bissou, pas Bissou, Bissou. Bissou. Ah, mais non. Je confonds. Non, je confonds avec Bissou qui est plutôt notre avocat. Et ça, Daniel Bissou, c'est un grand frère. Bon, ok. Donc, Ouais, Bissou. Oui, Bissou. Voilà. Ma mère est petite. Voilà qui fait je sais prononcer Bissou. Oui, non, juste pour dire que lorsque le ministre dit nous allons financer Olembe sur fonds publics à travers le BIP, le Cameroun, ça je vous le dis, nous n'allons probablement pas accueillir les Jeux de la solidarité islamique en 2025. Ah bon? Tout simplement, oui, parce que on a réouvert l'attribution aujourd'hui. Parce qu'il y a un pays du Golfe qui vient d'organiser un grand événement et ce pays veut organiser également ces Jeux. Ça m'étonnerait qu'on gagne devant ce pays. Et c'est pour ça que le ministre dit, n'ayant pas de contraintes, pourquoi aller encore s'endetter? Nous avons encore près de 17 milliards et près de 13 milliards qui restent dans les... 17 milliards qui restent dans les 55 milliards de McGill. Pourquoi aller encore s'endetter? En réalité, avec 17 milliards, nous pouvons achever la deuxième phase d'Olembe. Parce que les deux seuls modules les plus importants, c'est le gymnase et
la piscine olympique. Le reste, les cours de tennis et tout ça, ce sont des infrastructures en plein air. D'accord. Monsieur le ministre, c'est ce que je voulais dire. Définitivement, quel est votre dernier mot ce soir? Moi, je n'ai pas de dernier mot. Je souhaite seulement que la task force et le BINSEP s'entendent, se comprennent et qu'on nous trouve une solution pour terminer ce stade. Je n'ai pas l'impression que c'est le cas quand j'écoute les uns les autres. Moi, j'exprime toujours mes doutes comme ça, mais j'ai l'impression qu'il y a deux camps, il y a deux États, deux gouvernements dans cet État. Donc, que les uns les autres se mettent ensemble comme ils ont commencé. Nous, qu'est-ce que le petit peuple, le public veut? C'est avoir le complexe d'Olembe. Le reste, vraiment, c'est comme on dit chez nous, quand les éléphants se battent, c'est les herbes qui souffrent. D'accord, Maître Eric Bisson, on attend juste le complexe. Je vous ai indiqué que... En 30 secondes, j'ai bien peur que ce complexe n'arrive jamais. Lorsqu'on commence à vous dire que 40 milliards représente 40% d'un investissement de 50 milliards, que ça représente les frais de démarrage d'un projet, ça me pose problème. Parce qu'il était question pour McGill de prendre 50 milliards pour parachever ce que Pichi n'avait pas fait. Et là, on vous dit qu'on a allongé à McGill 40 milliards et que ça représente 40% comme frais d'investissement. On a donné 40%. 40% qui correspond à combien? Qui correspond à 21 milliards. 21 milliards, oui. Voilà. Donc, McGill a donc pris ces 21 milliards-là, n'a presque rien foutu, a pris la clé des champs. Aujourd'hui, pendant qu'il réclame de l'argent à l'État camerounais se confond en correspondance. Et je dis encore ce qui est plus grave, c'est que tout en se justifiant, le ministre des Sports indique que le gouvernement doit tout faire pour injecter encore de l'argent dans ce projet foireux. Mais M. Tolo vient d'expliquer pourquoi. Nous sommes arrivés dans ce rôle, il tient le langage politiquement correct, il fait la communication institutionnelle pour le comprendre. Nous sommes arrivés ici, le peuple du petit peuple. Il faut qu'on rende compte de notre argent. D'accord, merci. Nous sommes arrivés au terme. Nous allons rendre compte. Nous sommes arrivés au terme de ce... À vous la task force. Nous sommes arrivés au terme de ce brillant débat. On va s'excuser auprès de nos téléspectateurs. On a eu de très nombreux messages. Malheureusement, on n'a pas pu les lire ce soir parce qu'il fallait bien évidemment que Monsieur Maître Eric Bisson nous apporte quelques éléments de réponse à toutes nos questions. Le grand frère Linus Pascal Fouda également, avec beaucoup de questionnements ce soir. Et merci au docteur Cyril Tolo, conseiller technique au ministère des Sports, conseiller technique numéro 2 au ministère des Sports et de l'Éducation physique, qui nous a apporté également beaucoup d'éléments de réponse ce soir. On remercie à la caméra Messi, j'aime l'appeler Mess des Messes, Jean-Nic est là à la réalisation. On remercie également l'accompagnement du directeur général, M. Parfa ici, sans oublier le président directeur général qui était bien scotché pour ce programme. Retrouvons-nous mercredi prochain, 21h pour une autre édition. Passez une excellente